Bonjour, je m'appelle Dave et bienvenue à Ludologic Cog, la série où, étape par étape, on décortique le livre Characteristics of Games. Aujourd'hui, on s'attarde au chapitre d'introduction. On va parler un peu de la philosophie du livre, ce qu'il essaye d'accomplir. Ensuite, quelques définitions. On va parler d'ortho-jeu. On va parler de design délibéré versus design évolutif. Et finalement, on va parler de caractéristiques systémiques versus caractéristiques agentielles. Je vous parle de ça après l'intro. Dans la chronique présentation, je vous explique c'est qui Garfield, Scaff et Elias, les trois auteurs, et je vous explique un peu c'est quoi le livre. Là où le chapitre d'introduction va plus loin que eux ont écrit, ils expliquent ce qu'ils ont essayé de faire avec le livre et essayé d'apprendre et d'explorer. Premièrement, ces trois auteurs-là se définissent en premier lieu comme des game designers, des designers de jeux, et en second lieu comme des académiciens. Eux, en écrivant ce livre-là, ils essaient pas de officialiser des termes, ils essaient pas de prescrire la bonne terminologie des jeux. Ce qu'ils font, c'est ils proposent une terminologie qui, utilisée dans le contexte où les gens comprennent cette terminologie-là, vous allez pouvoir parler de jeux et comprendre les jeux et analyser des jeux. Ultimement, c'est pas de savoir si les définitions sont parfaites ou bonnes, mais de les utiliser pour parler de jeux. C'est vraiment ce genre d'outil-là qu'ils voulaient créer. Puis, ultimement, là, c'est des gens qui sont assez humbles dans leur livre. Ils vont pas dire que les caractéristiques qu'ils définissent sont parfaites. Ils reconnaissent que là où une caractéristique se termine, des fois elle va embarquer puis chevaucher une autre caractéristique. Le choix de diviser deux caractéristiques d'un jeu, ben, c'est un choix qui est arbitraire. C'est eux qui ont décidé, ça pourrait être combiné, il pourrait avoir des catégories. Donc, ce qu'ils proposent vraiment, c'est un contexte, des termes, des idées qui lancent sur la philosophie, le design. Puis finalement, le livre, eux, même si c'est des game designers, puis ils espèrent qu'il y ait des meilleurs jeux, puis ils veulent aider les gens à faire des meilleurs jeux, c'est pas un livre qui se veut un guide sur comment faire des bons jeux. C'est vraiment un guide sur comment analyser et comment réfléchir sur les jeux. Puis, eux, évidemment, ils vont dire, puis je les comprends, puis je suis d'accord avec eux, d'où pourquoi je pense que le livre est intéressant. Ils vont vous dire que plus vous comprenez les jeux, et plus vous allez être capable de faire des bons jeux si vous êtes un designer. Donc, oui, c'est un guide, mais c'est pas un guide étape par étape et des faites ci, faites pas ça. Lorsqu'il va y avoir des conseils, ça va être faites ci dans un certain contexte ou ceci n'a jamais fonctionné jusqu'à présent dans tel contexte. Ce genre de choses-là. Donc, ça va toujours être un peu vague, ils vont rester humbles, jamais te donner de réponse absolue. C'est pas des gens drastiques, c'est des gens humbles qui veulent proposer des termes mais non pas les définir dans le béton. Bon, là, c'est le chapitre d'introduction. Là. Je vais être honnête avec vous. Là, on n'est pas encore dans les gros morceaux croquants, là, mais il y a des choses intéressantes qui commencent à se passer, puis qui sont préalables à ce qu'eux vont présenter plus tard, puis à ce que moi, je vais lire et vous transmettre plus tard. Donc là, on va avoir quelques définitions, puis je vais essayer là, de pas trop m'attarder. Le but, c'est pas de vous ennuyer. Le but, c'est de vous donner une base pour savoir comment eux approchent certaines caractéristiques, certains jeux, et comment ils en parlent. Bon, donc la première définition va être ortho-jeu ou ortho-games pour utiliser le terme anglais que eux ont créé. Donc, dans le monde du jeu, là, surtout quand on parle puis on critique les jeux autant en tant que joueur, en tant que critique semi-pro, pro ou en tant que designer, on va souvent avoir l'argument là, ah mais ça là c'est tellement pas bon, c'est même pas un jeu. Puis eux, ils trouvent que c'est une question, qu'est-ce qu'un jeu? Puis c'est même pas un jeu, c'est des choses qui sont un peu, comme on vous dirait là, un peu inutiles, un peu puériles dans le sens où ça mène à rien. C'est plus un débat de sémantique, de sociologie ou de vocabulaire que vraiment un débat sur les jeux en tant que tel. Puis eux, pour pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, ils ont créé le terme Ortho Games pour une catégorie précise de jeux. Puis dans le contexte d'un Ortho Games, il y a des choses qui ne marcheront pas si c'est pas un Ortho Games. Un Ortho Games, un ortho-jeu, ça vient du mot ortho qui veut dire s'opposer face à face, donc vraiment des choses qui sont opposées. Et c'est un test d'habilité entre deux joueurs ou plus pour déterminer le meilleur. Donc c'est vraiment là, des jeux compétitifs, on va dire. Là. Ortho-jeu égale jeu compétitif au sens simple. C'est vraiment deux personnes qui s'affrontent ou plus de personnes. Puis un bon exemple, c'est les échecs, c'est un classique. Le billard en est un. Le football en serait un. Les deux types de football même. Puis là, ça devient intéressant parce qu'il y a des choses qu'on va dire, ben là, c'est important que les gens puissent
vraiment tester leur habileté l'un contre l'autre. Mais quand on tombe dans certains types de jeux, comme des jeux, on va dire, où il n'y a pas de gagnant, ou des jeux plus vagues, comme Donjon Dragon, puis les jeux de rôle, ben ça, c'est pas des orthojeux, c'est pas une personne contre d'autres, c'est pas deux, trois personnes, c'est pas des équipes, c'est vraiment, je vous dirais, quasiment plus une activité qu'un jeu. Mais pour pas trop s'attarder à ça, ben ils décident de définir, mettons, les jeux ortho et les autres jeux comme tous des jeux, au lieu de se poser la question pendant un livre au complet sur qu'est-ce qu'un jeu. Donc, c'est ça, ils veulent rentrer dans le croquant. J'ai hâte de rentrer dans le croquant, mais là, on est encore dans l'introduction. Puis ça commence à devenir intéressant, parce que là, on peut se poser la question, c'est quoi qui est un ortho-jeu? C'est quoi qui l'est pas? Puis est où la limite? Donc, tu sais, autour d'une bonne bière, ça peut être intéressant entre tripeux de jeux. Donc, avant de se lancer dans les caractéristiques en tant que telles, les trois auteurs, comme c'est un ouvrage sur le game design, ont décidé de définir deux types de design, ultimement deux origines aux différents jeux. Il y a le design délibéré, le design évolutif. Je vous dirais là, c'est vraiment intuitif comme concept, mais dans un contexte de design délibéré, c'est des gens qui se sont assis à une table avec du papier, des crayons, et ont créé un jeu, et ont tenté de lui mettre des règles, des conditions pour le rendre plaisant et amusant. Ultimement, dans le évolutif, là, on parle de jeux plus traditionnels. Si délibéré, c'est beaucoup ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'industrie du jeu, bien là, quand on parle d'évolutif, on parle un peu de choses qui sont apparues entre joueurs et qui sont devenues des traditions ou des terminologies, des idées qui reviennent de jeu en jeu. On parle beaucoup de jeux traditionnels, où ultimement, mettons, si vous jouez à des jeux de cartes, de plis et de levées, le 500, le euchre, le trou de cul, plein de choses comme ça, là, vous allez voir d'une famille à l'autre. Les règles sont pas toujours exactes. Puis des fois, on se dit, ah ben là, le 500 le euchre, c'est presque le même jeu. Puis est-ce qu'il y en a un qui est arrivé avant l'autre? Ben la réponse est oui, mais ça, c'est une autre histoire. Mais vraiment, dans un contexte évolutif, il y a des règles qui sont mises au départ, mais on sait pas de qui vraiment, ou ça nous intéresse plus parce que ça a tellement changé depuis. Puis à travers les âges, ces choses-là ont vraiment évolué et sont devenues autre chose. La plupart des jeux sont évolutifs, même quand ils sont très encadrés. Si vous regardez l'histoire des règles du hockey, ben la taille de la patinoire, la zone du gardien, etc., oui, c'est des décisions officielles et délibérées, mais qui sont évolutives dans le contexte où ça n'a pas toujours été comme ça. Puis le but était d'améliorer le jeu, autant pour les joueurs, mais surtout pour les téléspectateurs, dans le cas de la Ligue nationale. Mais il y a vraiment une évolution où le jeu a changé. Puis on peut pas dire qu'une personne a été designer ou qu'un groupe a été designer. Donc il y a vraiment une évolution. Bon ben, je vous dirais peut-être qu'un jour il y aura une chronique seulement à ce sujet-là, mais déjà là, on peut entrevoir des discussions là, intéressantes et croquantes sur le design délibéré et évolutif parce qu'il y a des zones grises. Puis si on prend un jeu, je vous dirais là, comme Viticulture, qui est un placement d'ouvriers très populaire, c'est pas important si vous le connaissez ou pas. Si on prend Viticulture, ben c'est très clairement un design délibéré. Parce que je veux dire, il y a un jeu dans la boîte, puis il y a des noms de designers, de playtesters, puis tu sais, très clairement, c'est des gens qui sont assis et ont dit on va faire un jeu. Par contre, il est dans la grande famille des placements d'ouvriers. Puis la famille elle-même, la catégorie de jeu placement d'ouvriers, elle est évolutive. Chaque nouveau jeu dans cette catégorie-là construit sur les erreurs et les bons coups des anciens jeux. Parallèlement, si on va dans le côté évolutif des choses, là on peut regarder à des jeux comme le hockey avec les règles de la Ligue nationale. Oui, il y a des officiels, il y a des gens qui s'assoient et qui écrivent des règles officielles très très encadrées pour le meilleur du sport, le meilleur du jeu, pour en faire un bon divertissement, pour en faire un bon jeu ultimement. Mais c'est très évolutif parce que les règles d'aujourd'hui sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans ou 20 ans. La taille de la patinoire, la taille de la zone du gardien, ce genre de choses-là a changé. Puis oui, ils se sont posé des questions, mais ces choses-là ont changé, je vous dirais, d'une façon très évolutive, où ils ont dit, ben là, ça marche pas, on veut régler tel problème, on va aller dans ce secteur-là des règlements, on va jouer un peu avec pour essayer de rendre des choses plus simples. Je veux dire, on est loin des jeux de cartes traditionnels que d'une famille à l'autre, ils n'ont pas les mêmes règlements parce que d'une famille à l'autre, les gens ont différents goûts. On est loin de ce contexte-là. Mais ça reste ultimement très évolutif ce qui arrive avec le sport. Donc une zone grise encore. Puis finalement, là, je vous dirais, j'ai l'impression qu'ils vont en parler quand ils vont parler de tes caractéristiques, vraiment, puis on en parlera à ce moment-là, là, mais quand on m'a présenté Scythe, on m'a dit ce jeu-là, là, c'est un jeu moderne, c'est vraiment cool, une partie de Scythe va toujours
terminer, puis il va jamais tourner en rond, parce que tout le monde fait des points. Que tu veuilles ou pas, tu fais des points, puis un moment donné, quelqu'un arrive à sa 6e étoile, c'est fini. Puis là, ça, c'est supposément moderne et incroyable. Puis le livre nous fait remarquer que, mais attendez, là, il y a des problèmes dans des jeux qu'on a aujourd'hui qui n'existent pas dans les vieux jeux traditionnels parce que l'évolution s'est débarrassée de ces problèmes-là. Vous retournez il y a 200 ans en Angleterre pour jouer au crib. Une partie de crib, tu mets 2 personnes complètement parties, finies sur l'alcool, qui sont incroyablement mauvais au crib. La partie va peut-être durer 2 heures, mais la partie avance toujours parce que c'est pas possible de pas faire de points au crib. C'est juste impossible. Fait que tu sais, quelque chose de très traditionnel, très ancien, ben quand on le retrouve dans un design moderne, on est comme oh, c'est vraiment intéressant, mais ultimement, des gens par accident avaient déjà découvert ça dans le passé. Fait que là, j'ai hâte de voir comment eux vont apporter les différentes caractéristiques, puis comment les analyser dans les deux contextes. En tout cas, on verra où ça s'en va. Bon. Là, je vous dirais, c'est le moment un peu ennuyant où on va parler de 2 types de caractéristiques. Parce que les auteurs, avant même de me donner une seule caractéristique à vous parler, ont décidé de dire qu'il y a 2 sortes de caractéristiques. Je vous dirais, c'est un peu intéressant, je suis curieux, mais c'est pas dans le chapitre d'introduction qu'on voit ce que c'est vraiment. Puis on va découvrir ça ensemble, parce que j'ai pas lu le livre au complet, puis j'essaie de faire les chroniques au fur et à mesure que je le lis. Pour l'instant, du moins. Donc, il y a les caractéristiques qui sont systémiques, donc les caractéristiques du système de jeu. Là, je vous dirais, là, ça inclut tout. Là. Quand vous prenez un jeu dans vos mains, ou que vous téléchargez un jeu, ou que vous regardez un livre de sport, ultimement, là, toutes ces choses-là, là, c'est le jeu lui-même. Là. Le nombre de joueurs, comment on gagne, est-ce qu'il y a des points ou juste un gagnant, un perdant, le nombre de joueurs, est-ce que c'est un placement d'ouvrier, est-ce que tu caches les cartes, est-ce que tu les caches pas, est-ce qu'il y a du hasard, est-ce qu'il n'y a pas du hasard. Ultimement, là, tout ce qu'on imagine comme faisant partie des jeux, là, c'est des caractéristiques systémiques. Fait que là, tu dis, c'est quoi, à part des caractéristiques systémiques, qu'est-ce qu'il y a autour des jeux? Ben là, eux autres, ils se parlent de caractéristiques agentielles. Puis, ça vient du mot agent, qui est souvent utilisé pour quelqu'un qui est un utilisateur ou un joueur. Donc, c'est des caractéristiques, on va dire, joueurifiques. Des caractéristiques sur les joueurs eux-mêmes. Puis là, leur exemple, je pense qu'il est juste pas excellent. Puis c'est pour ça que je doute un peu de eux à ce moment-ci. J'ai hâte de voir. Mais leur exemple, c'est les courses de chevaux. Puis ultimement, ils disent que une caractéristique du jeu de la course de cheval, c'est que c'est joué par des vieux bonhommes riches. Puis c'est vrai dans le sens où vous pouvez jouer aux chevaux en tant que gambler, en tant que parieur. Mais si vous voulez vraiment compétitionner dans la course de chevaux, ça vous prend une écurie, ça vous prend des chevaux, ça vous prend des vétérinaires, du transport, des jockeys. Puis si vous n'avez pas un sou, vous ne pourrez jamais compétitionner dans la course de chevaux. Puis il n'y a pas une question de qualité où il y a les petites ligues, les grosses ligues, là, je veux dire. Si tu as un mauvais cheval, tu as quand même assez d'argent pour avoir un mauvais cheval, ce qui est plus que la plupart des gens. Puis bien honnêtement, je vous dirais, je doute un peu de eux, mais ils sont intelligents. Ils ont donné un cours sur le game design à l'Université de Washington. Je vais leur faire confiance, puis j'ai hâte de voir ça va être quoi les caractéristiques agentielles. Parce que vite comme ça, je suis pas capable d'en nommer ben. Hey, 2 épisodes de Ludologique Cog, puis êtes-vous excités? Est-ce qu'un jour on va parler de caractéristiques des jeux? Ben, bonne nouvelle, le prochain. Chapitre 1.1, on va parler des intervalles de jeu. Là, je vais me laisser aller, vous parler de mes opinions, de mes idées, Écoutez, il y a plein de choses qui vont se dire. En attendant l'épisode 1.1, allez dans les commentaires. Écoutez, on a parlé d'évolutif et de délibéré. Parlez-nous de ce que ça vous évoque. Là. Posez-nous des questions pour rendre ça un peu moins flou. Parlez-nous des zones grises. On a parlé des orthojeux. Essayez de voir où la limite, peut-être. Il y a des choses à dire, là. Essayez de... Écoutez, j'ai dit que des caractéristiques agentielles, j'en avais pas en tête. Allez dans les commentaires, donnez-moi des exemples, puis je pourrais même pas vous dire si vous avez raison ou pas. C'est dans les prochains chapitres qu'on va faire ça. Mais allez voir, on va faire de la spéculation ensemble. Puis là, je parle des commentaires. Vous voyez où je m'en viens, là? Il y a le petit bouton abonnement, il y a la petite cloche. Cliquez là-dessus, on veut mettre du contenu. Justement, si vous allez dans les commentaires, il y a
notre lien vers le channel Twitch. Vous allez voir sur YouTube, présentement, on a beaucoup d'archives. Mais si vous voulez participer en direct à ce qui se passe sur Twitch, ben abonnez-vous sur Twitch. Puis on a aussi un Patreon, puis un site internet. Le site internet, je vous dirais, super intéressant si vous habitez à Québec. Le Patreon, super intéressant si vous voulez nous encourager en général, peu importe où vous habitez. Puis justement, je voudrais prendre un moment pour remercier nos quelques Patreons qu'on a déjà. Si on les a, c'est qu'on doit être bon. Donc, merci beaucoup à Alastor3, à DreadF, à Jean-Nicolas Gauthier, Samuel Tremblay et Olivier Laure. Sérieusement, merci à eux, merci à vous. Même si vous n'avez pas donné d'argent, on est content que vous nous écoutez. Tout le support qu'on peut avoir, on est heureux. C'est une belle aventure qu'on fait ici. On veut que vous veniez, on veut que vous suiviez. Puis si le vidéo a 5 ans et vous nous voyez pour la première fois, c'est correct. Il y a des archives pour vous. Là. Profitez-en. Là. Faites du binge-watching. Là. Allez-y. Là. Écoutez, moi, cette année, là, pesez ces petits pitons. Là. Les petits pitons, là, les suggestions. Là. On devrait être là. Là puis écoutez, amusez-vous. Là. Bonne soirée, bonne nuit.